Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission 7 politique. Nous sommes à notre 15e numéro et nous sommes en 2016. Nous vous proposons ce soir d'évoquer une question de droit. L'année 2015 a été marquée par une dégradation des relations diplomatiques entre les pays africains et occidentaux, notamment dans le domaine très sensible de la justice. Plusieurs interpellations de citoyens des pays africains en France, par exemple, et les nombreuses affaires relatives aux biens des hommes politiques et de leurs familles ont créé un malaise. Cela n'est pas du goût des gouvernements africains, même si la population des pays indexés salue la promptitude des États démocratiques d'Occident à faire payer aux Africains les fautes commises, alors qu'en Afrique, même la justice semble faible. La justice africaine peut-elle juger réellement les justiciables? La justice étrangère peut-elle être le recours espéré des Africains qui ne croient plus en leur justice? Autant de questions qui sous-tendent notre discussion de ce jour. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Tesfort Bamungoma, qui est un habitué de ce plateau. Avec lui, nous allons discuter quelque peu à bâton rompu pour évoquer cette question de justice qui finalement fâche autant les pays africains que les pays occidentaux qui se présentent toujours comme des pays gendarmes. Tesfort, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ba. Alors, très clairement, la justice africaine est présentée souvent par l'opposition politique et la société civile comme une justice faible aux ordres des régimes en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci d'abord de m'inviter sur ce plateau pour débattre d'une question fondamentale pour les peuples africains. Oui, les partis politiques de l'opposition ou les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la société civile n'ont pas totalement tort de dire que la justice est souvent aux ordres, elle est au service des pouvoirs établis en Afrique, de manière générale. Parce que trop d'injustice, trop de gouvernance arbitraire, trop de méthodes, on va dire, un peu dictatoriales, sont en vogue dans nos pays. Et quelquefois, lorsqu'on voit comment se comporte la justice face aux plus faibles, on peut aisément dire que la justice ne rend toujours pas le droit ou ne rend pas toujours la justice qu'elle devrait rendre aux populations les plus affaiblies. Bien au contraire, ce sont les puissances établies, les gouvernants en place, qui bénéficient d'un certain laxisme ou d'un certain favoritisme des justices en place. Et on est en droit de penser que la justice n'agit pas toujours selon le bon droit. On a le droit de le penser. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement de la mauvaise foi de la part de ceux qui disent que la justice africaine n'est pas capable, n'est pas en mesure de punir les justiciables en Afrique, enfin, à partir du moment où ces magistrats, ces juges qui sont indexés sont quand même au fait des réalités locales et sont quand même, enfin, on estime quand même qu'ils sont bien formés. Dans un pays comme dans les pays notamment d'Afrique francophone, ça fait 40-50 ans que ces pays-là forment leurs magistrats. La question ne se pose pas trop au niveau de la formation, parce que pour être bien formés, je pense qu'ils sont très bien formés. La question se pose au niveau de l'application des lois. Bon, l'indépendance de la justice, comment la voulez-vous quand, par exemple, le président de la République est président du corps judiciaire? Vous voyez, ça pose des problèmes d'indépendance. Lorsque le ministre ou le responsable politique peut facilement influencer une décision à travers un coup de fil, parce que la nomination du magistrat ou encore dans le corps judiciaire émane souvent des acteurs politiques, donc facilement le devoir d'ingratitude ne s'impose pas, alors qu'il devrait être ainsi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc rapidement, on constate que ces personnes ne peuvent pas ne pas renvoyer l'ascenseur aux personnes qui les ont portées à ces postes-là de nomination. Et souvent, ils ne lisent pas le droit. Donc pour moi, la question n'est pas trop au niveau de la formation. Non, la formation, je crois que les magistrats africains en général, et gabonais en particulier, sont bien formés. Mais c'est maintenant l'application des lois qui me semble faire défaut. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas rendre la justice, parce qu'ils ils lisent en fait les dictats, sinon les recommandations faites d'ailleurs, et non pas ceux qui sont faits dans le droit, selon les lois. Donc naturellement, c'est une justice qui est aux ordres, c'est une justice soumise, c'est une justice qui n'est pas rendue au nom du peuple. Est-ce que ce n'est pas de la suspicion, vous qui êtes journaliste? Non, ce n'est pas des suspicions, les faits sont légion. Les faits sont légion, ils sont nombreux, et depuis des décennies, faut-il commencer à citer,
Le cas du Gabon, Mboulbeka, pourquoi jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas les résultats de l'autopsie alors qu'il est enterré dans l'anonymat? Alors, vous voyez, des cas comme ça, on peut en citer des milliers au niveau du Gabon et des milliards au niveau de l'Afrique en général. C'est pour dire que il y a des cas où c'est tellement flagrant que naturellement, on ne peut plus croire un seul instant à la justice de son pays. Bien heureusement, il y a des cas où aussi la justice est rendue au nom du peuple de manière saine. Dernièrement, la Cour constitutionnelle a annulé des ordonnances qui voulaient reformer l'univers de la justice. Cela me semblait être une très bonne décision qui a été prise. J'aimerais également parler de l'Assemblée nationale qui a par exemple rejeté les ordonnances concernant la réforme du ministère de la Communication. Oui, c'est une forme aussi de justice parce que quand les lois deviennent liberticides, quand les articles de cette ordonnance-là étaient complètement liberticides, on ne peut pas l'appliquer et ça faisait également en sorte qu'on ne puisse plus croire à la justice parce que tel que les articles étaient disposés, cela ne rendait pas hommage à la démocratie telle qu'on veut le faire dans notre pays. Est-ce que vous êtes en train de dire finalement que les Africains doivent désespérer de leur justice? Non, il y a quelques cas exceptionnels, vous les avez soulignés, mais de façon générale, est-ce que les Africains doivent véritablement renoncer à croire à la justice africaine, à la justice de leur pays? Non, je ne suis pas de nature pessimiste, bien au contraire. Je crois qu'il faut, comme nous le faisons actuellement, nous débattons sur ces questions-là, nous instruisons nos compatriotes, nous instruisons le peuple, nous instruisons les Africains qui nous suivent, le Parlement entier, qu'il y a matière à prendre conscience, aussi bien pour les magistrats qui doivent rester fidèles à leurs engagements, à leurs serments. Les acteurs politiques doivent également prendre conscience qu'aujourd'hui, ils sont peut-être aux affaires, demain, ils pourront ne plus l'être. Donc, il faudrait mettre en place un dispositif qui puisse satisfaire tout le monde, sinon le plus grand nombre. En même temps, il y a également le peuple qui nous suit, les populations qui nous suivent, qui devront prendre conscience de leur rôle dans cette démarche vers le meilleur, vers une justice, on va dire, saine et loyale. Saine et loyale. Moi, j'y crois. Et je pense qu'on devrait entraîner le plus grand nombre à y croire en se disant, le pire doit rester derrière nous, travaillons ensemble, battons-nous pour que la justice soit rendue au nom du peuple et non au nom des dirigeants en place. Alors, très clairement, aujourd'hui, les Africains, notamment, se retournent vers les institutions internationales engagées, du moins qui se consacrent aux questions de justice, notamment la Cour pénale internationale ou la Cour de justice internationale. Est-ce que c'est finalement la bonne chose à faire, se retourner vers une justice internationale, vers une justice, une institution internationale pour finalement fuir, ou du moins pour trouver une consolation des soucis ou des problèmes qui ont été vécus dans son pays? Bon, j'aimerais dire que sur ce point, il faut dire... Est-ce que le seul paramètre de la supposée corruption qui mine la justice explique le fait effectivement que les Africains aujourd'hui se retournent vers les institutions internationales? Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir par rapport à cette question. Premier élément, quand on ne croit plus à la justice de son pays, bien évidemment, on se réfère à toutes les passerelles possibles pour pouvoir espérer trouver justice, on va dire ça comme ça. Trouver gain de cause, surtout quand on estime qu'on a raison. Et comme nos pays ont signé beaucoup de conventions, beaucoup de traités qui, en fait, les engagent sur le plan international, notre monde étant devenu mondialisé, donc, en fait, on a quasiment les mêmes lois, mais dites peut-être différemment, mais ou du moins présentées différemment. Et naturellement, si dans son pays, on n'arrive pas à pouvoir avoir raison, avoir gain de cause, mais on a en droit, c'est mon deuxième point, de se tourner vers les conventions, vers les traités, vers les accords
qui ont été signés par nos pays, qui engagent nos pays. Et si ces pays occidentaux, par exemple, présentent une injustice plus ou moins indépendante, parce que partout, quand même, on tend vers la perfection, mais les pays occidentaux présentent une justice plus ou moins indépendante, naturellement, ces populations-là, ces personnes victimes, vont se tourner vers ces endroits-là pour espérer avoir une justice. Je rappelle une fois de plus que le monde étant devenu mondialisé, avec des accords, des traités, des conventions qui sont signés, donc qui engagent les pays africains, donc naturellement, les populations qui estiment que la justice de leur pays est corrompue, elle est aux ordres, elle n'est pas impartiale, ces populations vont se retourner vers des endroits où elles savent qu'elles peuvent avoir gain de cause. L'un des endroits pour les Africains, notamment du sud de l'Afrique francophone, c'est la France. Vous qui avez vécu très longtemps dans ce pays, est-ce que vous croyez réellement qu'un Africain peut trouver le compte sur les questions de justice dans ce pays? Oui, encore une fois de plus, des cas sont nombreux. On peut citer plusieurs cas des Africains qui n'ont pas eu gain de cause dans leur pays, qui sont allés en fait faire valoir leurs droits dans ces pays occidentaux, notamment la France, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des conventions, il y a des traités, il y a des accords qui sont signés, donc qui engagent toutes les parties. Donc naturellement, ce sont des brèches qui sont données comme ça là pour pouvoir, on va dire, sortir la tête de l'eau. Quand dans son pays, on se sent lésé, on peut effectivement se tourner vers ces pays-là. Et la France a déjà rendu justice à plusieurs Africains qui estimaient que leurs droits dans leur propre pays n'étaient pas respectés. Et ils ont eu gain de cause parce que la France a rendu le droit, sans influence, en toute indépendance, en toute liberté. Donc ça doit conforter l'idée selon laquelle on serait mieux protégé en Occident qu'en Afrique. En tout cas, pour l'instant, tout amène à certifier cette affirmation parce que, une fois de plus, la justice dans les pays africains n'est pas toujours rendue au nom du peuple, n'est pas toujours conforme aux lois établies. Parce que les lois sont bonnes, elles sont bien amenées, elles sont bien agencées, c'est l'application qui pose problème, partout, dans tous ces pays-là. Et si au niveau de la France, on n'a pas d'influence particulière, donc on peut estimer, on peut espérer que la justice sera rendue au nom du peuple, donc tel que le stipulent les lois et les conventions. Alors, pour aller un peu plus loin, depuis quelques années, les tribunaux occidentaux interpellent, placent sous mandat de dépôt et jugent des Africains, notamment des hommes politiques. Le dernier cas en date, c'est celui de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui a été l'objet d'un mandat d'arrêt international. Certains ont estimé que c'était assez grossier, permettez le terme, que la France, qui est un pays démocratique, que la justice française s'engage à poursuivre le président d'une institution ivoirienne. Est-ce que ce n'est pas là de l'ingérence? Est-ce que ce n'est pas là aussi mettre en péril les relations diplomatiques entre les deux pays au nom d'une supposée justice à rendre pour des tierces personnes? Alors, j'ai beaucoup apprécié la phrase d'un acteur politique gabonais qui disait « L'homme gabonais, pour ne pas dire l'homme africain en général, analyse toujours les conséquences sans d'abord apprécier les causes. » Qu'est-ce qui amène la France à poursuivre M. Guillaume Soro et à faire déposer un mandat d'arrêt international à son encontre? Qu'est-ce qui amène la France à faire cela? Je pense qu'il y a eu un certain nombre de comportements déviants, inacceptables, inhumains, qui ont été présentés et qui accablent du moins M. Soro. Et la France, naturellement, sachant très bien, justement ce qu'on dénonçait tout à l'heure, les justices aux ordres, que Guillaume Soro en Côte d'Ivoire ne peut être inquiété, étant en plus président d'une institution, après avoir été très longtemps au gouvernement. Donc, on va dire qu'il maîtrise les rouages du pouvoir. Est-ce qu'on peut espérer un jour, un temps soit peu penser, qu'il puisse être inquiété dans son pays, où effectivement celui qui tient quasiment les manettes du pouvoir, bien que n'étant pas chef de l'État, mais disposant quand même d'un relationnel suffisamment étendu dans l'ensemble du pays pour influencer sur une décision, telle qu'on a déjà vu à plusieurs reprises dans nos sols africains. Donc, la France, par rapport à cette situation-là, estime que si certains sont condamnés parce qu'ils ont été auteurs de crimes, auteurs de méfaits ou de délits,
la France peut se saisir du dossier et puis attaquer Guillaume Soro, d'autant plus que ce sont des faits quand même qui touchent en fait plusieurs pays, notamment la France. Bien sûr. Alors, le cas de Guillaume Soro est récent, mais on a eu à partir des années 2007-2008 la fameuse affaire des biens mal acquis qui a coûté, qui a valu la prison à certains leaders de la société civile africains. Les biens mal acquis, on le rappelle, hein, ça touche un certain nombre de pays, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale notamment. Ce sont des Africains qui se sont portés partie civile dans ces nombreuses affaires. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, puisque vous avez vécu ces événements-là étant en France, est-ce qu'avec le recul, vous n'avez pas le sentiment que la France en a trop fait? Non, je considère que la France joue sa partition, et elle la joue d'ailleurs très correctement. La question n'est bien mal acquis. La France n'a pas attaqué les présidents africains qui ont acquis des fortunes mirobolantes sur leur territoire. Donc au Gabon, Omar Bongo n'a jamais été inquiété par sa fortune. En Guinée équatoriale ou au Congo, Brazzaville, ou bien Mambazo ou encore Denis Sassou Nguesso n'ont jamais été attaqués pour la fortune mirobolante, c'est-à-dire extravagante, qu'ils ont pu acquérir durant autant d'années de pouvoir. Mais la France estime que les biens acquis sont sur son sol. Elle est en droit de savoir et de comprendre comment ces chefs d'État-là ont pu acquérir un tel patrimoine, avec quel argent, quand on sait que la France est quand même l'ancienne puissance colonisatrice et on va dire qu'elle connaît plus ou moins les revenus des uns et des autres. Et à ce titre-là, on ne peut pas comprendre comment, à partir de simples salaires ou de simples revenus que ces chefs d'État ont pu acquérir, fut-il au cours de plusieurs décennies au pouvoir, mais avoir un parking aussi impressionnant, un parc automobile aussi impressionnant, un parc immobilier aussi impressionnant, cela mérite de se poser quelques questions. Mais cette France dont on parle a quand même accepté à un moment donné que ces familles de chefs d'État africains arrivent à acquérir ces biens. Pourquoi ce revirement? Est-ce qu'elle dira aujourd'hui, est-ce que la position selon laquelle, enfin, les propos selon lesquels la France ou l'État français ou la justice française n'était pas au courant de ces investissements tient vraiment la route? Non, la justice française, je crois que la France a toujours été au courant de tous ces investissements-là. Je crois qu'ils ont toujours été au courant. À ce moment-là, vous donnerez peut-être raison à ceux qui disent que c'est de l'acharnement, parce que quand vous avez acheté un bien immobilier et que ce soit 10, 15, 30, 40 ans après, quand on vous interpelle, à quoi on joue là? Non, ce n'est pas du tout de l'acharnement, parce que l'élite politique française, elle change. Quand par contre, les chefs d'État africains ne changent pas. Donc, les amitiés que les uns et les autres ont pu nouer en France pendant plusieurs années, si une nouvelle élite politique française arrive, une nouvelle élite en fait, dirigeante arrive, des cadres aux affaires arrivent, ben, ils ne sont redevables en rien du tout aux dirigeants africains avec qui ils n'ont quasiment aucun lien. Donc ils ont la liberté, sinon l'indépendance, de pouvoir agir selon le droit. Donc faire comprendre aux uns aux autres que les comportements d'antan, c'est terminé. Il faut maintenant passer à une nouvelle ère. On ne peut plus continuer à accepter l'inacceptable. Si nos pères, ou loin nos congénères, ont toléré cela, ben nous ne l'acceptons plus. C'est d'autant plus qu'il y a quand même aussi un éveil, un sursaut dans les pays africains, à travers les différentes sociétés civiles qui sont en train d'émerger et qui n'acceptent plus certains comportements. Rappelons quand même que les populations africaines également ont de plus en plus accès à l'éducation, donc elles sont de plus en plus éveillées, de plus en plus matures. Elles considèrent également qu'il y a des lois à faire respecter et on doit les respecter. Vous évoquez avec justesse le rôle des hommes politiques qui arrivent au pouvoir et qui finalement influencent la justice de leur pays. Est-ce qu'on ne revient pas à ce que l'on a dit au départ, que l'indépendance de la justice n'est garantie ni en Afrique ni en Europe? Non, demander aux juges de faire correctement leur travail
n'est pas d'influencer. Ce n'est que la chose la plus banale qu'on puisse exiger pour les dirigeants dans un pays. Demander aux uns aux autres de faire appliquer les lois n'est la chose la plus simple, sinon la plus claire qu'un républicain puisse demander à ses compatriotes avec qui il travaille, en bonne symbiose. Dans le cas des biens mal acquis, pensez-vous qu'il est normal, avant de pouvoir stigmatiser, sinon indexer la France, pensez-vous qu'il est normal, pendant que des populations africaines croupissent dans la misère, où l'eau est une denrée rare, où se nourrir relève en fait d'un voyage sur Mars ou Jupiter, où se faire soigner dignement, pensez-vous que c'est normal qu'on puisse avoir des personnes qui aillent investir de façon insultante, de façon humiliante, alors qu'il y a des populations qui sont là et qui croupissent dans la misère? Avant même d'indexer la France, mais pourquoi je reprenais l'acteur politique gabonais qui disait, avant de regarder les conséquences, mais regardons les causes. Avec cet argent-là, est-ce qu'il n'aurait été pas plus judicieux, justement, d'investir chez soi? Je vous ai encore dit une fois de plus qu'aucun chef d'État cité, celui du Gabon, Omar Bongo, celui de la Guinée équatoriale, Biangema, celui du Congo, Denis Sassou Nguesso, n'ont été attaqués par la justice de leur pays pour comprendre et savoir quelle est l'origine de leur fortune. Pourquoi ils ont autant de biens? Pourquoi finalement l'argent, du moins les budgets de l'État se confondent à leur patrimoine personnel? C'est ce mélange de genres qui amène justement les populations, donc la société civile, à dire non, ça suffit comme ça. Ces chefs d'État eux-mêmes, quelle est la fierté d'amasser pour amasser quand on sait qu'il faut laisser son nom dans l'histoire? Nelson Mandela, parlons-en. Jerry Rawlings, parlons-en. Thomas Sankara, parlons-en. Voici des personnes qui marquent à jamais l'histoire par leur grandeur d'esprit. Ce n'est pas à travers l'accumulation de biens matériels qui, ma foi, ne sont que passagers. Mais par contre, inscrire son nom dans l'histoire pour les générations futures, où toutes les fois votre nom est cité avec respect, on vous est pris pour exemple, pour modèle. C'est ça l'objectif principal que devrait avoir un acteur politique ou bien un dirigeant. Moi, j'ai posé la question à plusieurs responsables d'institutions dans notre pays. Georges Rahuri, qu'est-ce qu'on retient de lui? Certes, il avait une fortune colossale. Il a occupé les postes les plus prestigieux dans notre pays, le Gabon. Mais que retient-on de cet homme-là? Rien. Monsieur Mba, rien. C'est parce que les gens ne sont pas accrochés aux valeurs, aux fondamentaux, aux choses qui marquent, qui construisent l'esprit. Télésphore Obamgo, nous poursuivons notre discussion à votre un peu. Mais voilà, vous dites effectivement que les populations, ou du moins les citoyens africains, ont raison de se rendre en France et de porter plainte, de susciter l'intervention de la justice française pour un certain nombre de cas. Alors, l'un des cas qui a marqué notamment l'année 2015, enfin, les deux cas qui ont marqué l'année 2015, ce sont deux cas qui concernent des Gabonais, Meksan Akrombessi, le directeur de cabinet du président de la République, Ali Bongo Ondimba, et ces deux cas d'un homme d'affaires. Est-ce que vous restez dans la même logique, celle qui veut que les Africains ou toutes les personnes qui se sentent offusquées par l'accumulation de pouvoir, par l'accumulation de richesses, puissent se rendre dans un pays qui n'est pas un pays africain et qui soit capable de leur rendre justice? Alors, pour ma part, permettez-moi d'être précis sur ce dossier particulier. Je crois que concernant Meksan Akrombessi, arrêté, je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut, le 3 août 2015 à Paris, pour une affaire de détournement, corruption, blanchiment, etc. Je crois qu'il faut voir cette affaire de deux niveaux. Il y a d'abord le volet politique et il y a également le volet, on va dire, judiciaire. Restons sur le volet judiciaire. On va rester sur le volet judiciaire, mais on ne peut pas faire fi du volet politique parce que c'est important. Dans le volet politique, je crois que
l'attitude des dirigeants gabonais, les tenants actuellement du pouvoir, semblait être un peu exagérée, c'est-à-dire qu'ils prenaient certaines formes de liberté ou de certains abus qui ne correspondent, qui n'arrangeaient pas du tout la puissance coloniale. Je pense qu'ils se sentaient agacés. Et je crois que ce qui a mis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ce qui concerne le dossier M. Mexan Crombessi, c'est son interview dans le journal Le Monde. On ne peut pas aller insulter la France dans un journal français et espérer ne pas emporter la lourde responsabilité. Il est libre de dire ce qu'il Il veut. est libre, mais comme la France aussi est libre d'appliquer ses lois. Tout simplement. Je vous rappelle que M. Akombessi également est citoyen français. Ceci dit au passage. Concernant le dossier, le volet judiciaire, je crois que l'enquête est ouverte. La justice française fera son travail. Elle va poursuivre son travail. Et on espère qu'elle rendra justice ou bien elle ira le droit. Le deuxième cas me semble un peu particulier, celui de Seydou Kane. Pourquoi? Parce que Seydou Kane n'est pas dans l'appareil administratif ou politique de l'État. Seydou Kane est un homme d'affaires. Comment il se retrouve dans ce dossier? Il s'avère que l'entreprise Marc, une entreprise française, a eu un marché au niveau du Gabon. Et M. Kane a sous-traité avec cette entreprise-là. Et au lieu, en fait, d'être payé ici au Gabon, il a fait, je pense, demander qu'on vire l'argent directement sur son compte à Monaco. D'où, effectivement, c'est pourquoi son nom apparaît dans ce dossier. Naturellement, M. Kane, ne se reprochant de rien en particulier, il estime qu'il a fait une sous-traitance comme toute entreprise peut le faire, il estime qu'il ne voit pas pourquoi il ne va pas se rendre en France alors qu'il n'a rien à se reprocher. Donc, il décide de prendre l'avion, il s'en va et il est naturellement interpellé. Jusque-là, pour moi, rien de grave. Rien de grave. Quelqu'un, n'importe qui aurait pu être à sa place, vous êtes dans une affaire sulfureuse, on doit vous interpeller lorsqu'on peut avoir accès à vous directement. Il est interpellé, il a été écouté. Selon les informations qui me sont revenues, M. Kane n'a accepté de répondre qu'aux questions qui concernaient son affaire, c'est-à-dire ses liens avec l'entreprise Marc, sa sous-traitance. On a bien compris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas faire fi du volet politique. Certainement, étant un proche du pouvoir, c'est-à-dire un proche des acteurs politiques gabonais, divers, opposition comme majorité, même société civile, il est ouvert à tout le monde. Parce que c'est un citoyen gabonais, il a grandi parmi des Gabonais, et le Gabon est un petit pays, nous nous connaissons tous. Donc, naturellement, il a répondu, et on a pensé que c'était ses liens avec Mexan Crombessi, on aurait peut-être pu passer par lui pour avoir cette information. Je crois qu'il n'a certainement pas joué le jeu, parce qu'il a été catégorique, d'après ce que j'ai pu entendre. Il n'a accepté de répondre qu'aux questions qui concernaient son dossier, c'est-à-dire ses liens avec l'entreprise Marc. Et je trouve que c'est une attitude loyale et correcte. Ceci dit, pour qu'il soit mis en liberté, on a exigé une caution. Je garantis les uns des autres, notamment si réellement il y avait à fouiller dans ce dossier-là, s'il était mis en accusation, s'il était accablé par ce dossier-là, jamais il ne serait sorti du territoire français, même après avoir payé sa caution. Oui, mais vous évoquez quand même l'influence du monde politique et administratif dans la justice. La France et le Gabon entretiennent des relations diplomatiques. Ce sont deux pays qui ont une histoire commune depuis plusieurs siècles et ce sont deux nations qui vivent en bonne intelligence. Est-ce qu'on ne peut pas penser que, d'une façon ou d'une autre, le gouvernement gabonais ou les hommes politiques gabonais, soit de façon individuelle, soit de façon collective, aient influencé la justice française ou le gouvernement français pour que Seydou Kane, qui est un homme d'affaires et qui a des relations dans le milieu politique et administratif, soit libéré? Alors, je ne peux pas m'avancer sur des choses dont je n'ai pas la certitude ou la moindre preuve, mais je crois quand même qu'après avoir exposé clairement le dossier, de manière indépendante,
de manière libre, après avoir apprécié la situation, après avoir payé sa caution, il a été libéré. Cela n'a pas été le cas, par exemple, pour M. Akombesi, à qui on n'a pas demandé de caution, parce qu'il y a eu, par contre, une influence diplomatique qui s'est imposée. Comme je vous l'ai dit, les cas on cercle le même dossier, mais les cas sont différents. Parce que l'un relève beaucoup plus de dossiers politiques, judiciaires et administratifs, quand l'autre relève tout simplement de la justice. Parce que le dossier n'est pas politique. Concernant son affaire, elle est financière et judiciaire. Ça s'arrête là. Je ne pense pas qu'il y ait eu une quelconque influence. Je ne pense pas que du Gabon, il y ait eu une influence par rapport à ce dossier-là. Vous savez, la partie gabonaise est tellement mal à l'aise avec ce dossier-là, je ne crois pas que les principaux soutiens de M. Khan soient venus du Gabon. Je ne pense pas. Ceci dit, quand vous n'avez rien à vous reprocher, mais pourquoi avoir besoin d'une quelconque influence, de quelconque soutien particulier? Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous estimez que vous avez été clair dans une affaire, vous n'avez pas été un élément douteux dans un dossier, mais de manière très simple, vous présentez les éléments à la justice, du moins aux personnes qui vous interrogent. Dès que si ces personnes estiment effectivement qu'il n'y a pas matière à vous retenir ce territoire, après avoir payé votre caution, ben vous repartez tranquillement. Je ne pense pas que M. Khan soit interdit de séjour en France. Alors, l'affaire dans laquelle la responsabilité de M. Khan est engagée, quand même une affaire sérieuse. On parle de trafic d'influence, notamment. On parle de corruption. Cette affaire, puisqu'elle concerne tant des citoyens français que des citoyens gabonais, n'aurait-elle pas pu être jugée au Gabon? Est-ce que le Gabon n'a pas exprimé d'une certaine façon la volonté d'ouvrir une enquête aussi sur cette affaire? Bon, nous le regrettons tous d'ailleurs, que la France, le Gabon n'ait pas ouvert l'enquête là-dessus. Ceci dit, M. Mba, vous savez, dans ce dossier-là, c'est le Gabon et les pays africains qui ne sont pas habiles. Si un temps soit peu, les choses se passaient correctement, c'est-à-dire la justice faisait son travail, donnait quelques exemples positifs en termes de rendu de décision. Je peux vous garantir qu'à plusieurs reprises, des populations africaines elles-mêmes seraient montées au créneau pour dire « nous ne voulons pas cela ». Mais comme justement, on sait qu'à aucun moment, les justices de nos pays ne vont se saisir des dossiers les plus sulfureux qui accablent certains proches du pouvoir ou les hommes du pouvoir. Donc, c'est pourquoi les gens se réjouissent quand ces dossiers-là arrivent dans des pays où on estime que la justice est libre et indépendante. Il y a eu un dossier au niveau du Gabon, le dossier Gemalto. La société civile a déposé une plainte au tribunal de Libreville. Jusqu'aujourd'hui, aucune suite n'a été donnée à ce dossier-là. Alors, qu'est-ce que la société civile gabonaise a eu à faire? Au regard des contrats, au regard des conventions, des traités qui lient le Gabon à la France, la société civile gabonaise a décidé de déposer une plainte contre l'entreprise Gemalto en France. Et le dossier suit son cours. Vous voyez, si les justices de nos pays faisaient l'effort, un temps soit peu, de répondre aux canaux internationaux en termes de liberté, d'indépendance, de lecture du droit, on ne serait pas en train de se réjouir lorsque on est face à des situations pareilles, où ce sont des pays étrangers, notamment la France, qui sont obligés de venir au secours des populations meurtries et désabusées par des dirigeants quelque peu égoïstes. Bon, nous regrettons effectivement la manière, concernant bien évidemment M. Akombesi. Quand quelqu'un occupe une fonction, directeur du cabinet du chef de l'État, il y a maintenant la manière, parce que, effectivement, comme vous l'avez signalé, des rapports diplomatiques. Ça, je vous le concède. Mais ceci dit au passage, quel exemple certains personnages, certains acteurs publics donnent eux-mêmes aussi. Vous voyez, on ne fait que vous renvoyer l'ascenseur. Le général de Gaulle, le gaullisme qui a encore valeur de loi en France, la France n'a pas d'amis,
la France n'a que des intérêts. À ceci, on dit, lorsqu'effectivement, là, on peut basculer sur le volet politique des dossiers, lorsque les intérêts de la France ne sont plus entièrement garantis et que certains acteurs politiques africains donnent le flanc, prêtent le flanc, mais ils vont se saisir de cela pour aussi agir. À supposer un seul instant que les pays africains décident de rompre certaines habitudes avec la France et qu'il n'y ait pas la question, il n'y ait pas des biens mal acquis en France par exemple, et qu'il n'y ait pas des affaires sulfureuses. Mais à quel moment la justice française va se saisir de ces cas-là? À quel moment? Puisque vous ne leur donnez pas l'occasion et ils n'ont pas le flanc. Mais par contre, s'ils savent tous les dessous indécents, tous les dessous de corruption qu'il y a derrière, même si à un moment donné, la France était partie prenante, une certaine élite française était partie prenante, mais vous prêtez le flanc et ils se saisissent de cette occasion pour vous régler des comptes. C'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. C'est aux dirigeants africains d'être plus sages et plus responsables. Alors, vous parlez de Seydou Kane, l'homme d'affaires qui joue derrière de plusieurs nationalités. Il est gabonais, il est sénégalais, il est apparemment également malien. Et vous parlez de lui comme d'un homme qui, en fait, n'a absolument rien à se reprocher dans cette affaire de Marc. Finalement, est-ce qu'il est victime d'un piège? Alors, moi, il faut te dire, s'il faut vous dire les choses très franchement, je crois que dans l'affaire, nombreux, y compris moi-même, l'avons considéré comme étant une victime. Parce que voici une affaire où je pense que la personne principale qui est visée, ils n'ont pas pu tout de suite l'atteindre. Ils l'ont suffisamment humilié à travers la formule d'arrestation, mais je crois qu'ils auraient voulu aller plus loin. Je pense que la pression des uns et des autres, surtout diplomatique, a fait qu'ils puissent un peu reculer. Mais dans ce dossier, cette affaire de corruption, Seydou Kane a présenté des faits et des preuves. J'ai sous-traité avec une entreprise, elle m'a payé, notre accord s'est arrêté là. Donc, lorsque effectivement la cabale médiatique qui suit par derrière semble disproportionnée par rapport à la réalité, naturellement, on ne peut croire. On ne peut penser on ne peut penser à un guet-apens qu'à un piège. Toute personne un peu sensée aurait pensé la même chose, que c'est effectivement un piège, donc une victime. Je ne dis pas que M. Kane est blanc comme neige. Je ne dis pas que M. Kane n'a pas de défaut. Il en a certainement. Mais quand même, dans ce dossier précis, il a quand même fait la démonstration à travers des enquêtes que nous avons maintenant en tant que journalistes, parce que je ne m'avance pas souvent sur des sujets où je n'ai pas du tout d'informations. J'ai pris la peine de vérifier parce que du tout le temps où M. Kane était en arrestation, on n'avait pas accès à l'information. C'était très cloisonné. Ce n'est qu'à la sortie où certains acteurs bien introduits dans les services judiciaires français ont pu nous lâcher quelques informations. Alors, face à cela, on peut se permettre aujourd'hui de dire quelques mots. Et quand certains proches de la personne nous donnent quelques éléments d'information, quand nous faisons un recoupage d'informations, on peut avoir ce qu'on peut considérer comme étant la vérité. Et c'était le cas sur ce dossier-là. D'accord. Alors, aujourd'hui, l'homme d'affaires, donc Seydou Kane, vit librement au Gabon, il est libre de tous ses mouvements. Est-ce que la justice française, ou du moins, est-ce qu'il a encore à répondre à la justice française, notamment dans les mois prochains? Oui, je crois que ce mois de janvier, d'ailleurs le 16 janvier, d'après ce que j'ai pu comprendre, il devait être interrogé en France. Bon, oui, il est libre de mouvement au Gabon parce qu'il n'a pas été inquiété au Gabon. Par contre, au niveau de la France, il peut y aller à tout moment puisqu'il va y aller pour répondre, sauf si maintenant il délègue ses avocats parce que je crois qu'il a pris des avocats également. Bon, dans ce dossier-là, je crois qu'on va arriver à un moment donné à la lumière. Parce qu'on était dans une séance d'Amboyamini, une saison d'Amboyamini, un marasme, un flou artistique. Maintenant que les choses sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, les esprits des uns et des autres sont revenus, les gens ont dépassionné le débat. Je crois qu'on arrive maintenant à l'épilogue de cette affaire. Et naturellement, les uns et les autres subiront le sort qui est le leur.
ceux qui sont des victimes, ceux qui sont innocents seront innocentés, ceux qui sont coupables seront condamnés. Et c'est normal qu'une fois de plus, on revient sur la justice, le droit et les lois soient respectés. Alors, certains se sont évoqués une mobilisation particulière autour de Seydou Kane. On parle notamment d'une somme de 1 milliard de francs CFA réunis par ses amis de quoi obtenir sa liberté provisoire. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Ben non, c'est inexact. C'est inexact parce que... Quel est donc le montant qui était nécessaire pour sa liberté provisoire? Le montant était de 1 milliard 300 millions. Qu'il a sorti de sa poche? M. Kane fait des affaires, c'est un homme d'affaires. M. Kane a eu des marchés à plusieurs milliards de francs CFA depuis des années. Ça fait, je pense, 30 ans qu'il est dans le monde des affaires. Et si ces affaires prospèrent, je crois vraiment que c'est du menu fretin. Alors, certaines sources évoquent une mobilisation, comme je disais, et une contribution massive de ses amis, ceux-là même qui seraient peut-être pas ses complices, mais qui auraient tiré profit aussi de ces affaires, notamment de l'affaire Marc. Oh, vous savez, j'évite de commenter les ragots, des éléments sans preuve, des éléments qui ne sont pas probants, des éléments qui ne sont pas vérifiés. Parce qu'une fois de plus, je vous dis que je ne pense pas que M. Kane ait eu besoin de qui que ce soit pour payer sa caution. Je ne pense pas. C'est un acteur public au niveau du Gabon. M. Kane n'est pas comme certains acteurs, hommes d'affaires, cachés, que nul ne peut fréquenter, nul ne peut voir, nul ne peut accéder. Plusieurs compatriotes d'entre nous pouvons accéder à ce monsieur qui est ouvert. Et donc, je peux vous garantir que le connaissant depuis un certain nombre d'années déjà, je dis un certain nombre d'années déjà, donc quand même plus d'une décennie, il fait des affaires depuis longtemps. Donc je ne pense pas vraiment, connaissant un peu l'ampleur des marchés qu'il a pu avoir au niveau du Gabon, que ce soit 1 milliard 300 millions de francs CFA qui ait pu dépasser le bonhomme. Je ne pense pas. Je crois qu'il a dû payer sa caution lui-même. Et ceux qui ventilent certainement une fausse information sur laquelle il aurait été aidé, je crois que ça ne les honore pas. Surtout qu'ils ne sont pas capables de démontrer cela. Non, restons sur des choses, c'est-à-dire des éléments vérifiables, où les uns et les autres peuvent venir faire la démonstration de leurs affirmations, au lieu de spéculer. Non, vraiment, je ne pense pas. Si ça a été fait, j'aurais l'intérêt de reconnaître que je me suis trompé. Mais je doute fort, connaissant un peu les marchés qu'il a eu au niveau du Gabon, qui dépassent largement les milliards. Alors, autant vous estimez que Seydou Kane répondait, en tout cas, n'est pas victime d'une certaine façon de la justice française, autant vous reconnaissez que les chefs d'État africains qui ont été poursuivis dans la question de biens mal acquis sont victimes de la justice française, finalement. Non, ils ne sont pas victimes de la justice française. La victime, ce sont les populations africaines qui sont spoliées. Sont-elles les victimes? Les coupables sont les chefs d'État africains inconscients qui vont investir des milliards dans un pays qui n'est même pas le leur. C'est ça le paradoxe dans l'histoire. M. Kane n'a pas investi en France. Je crois qu'il doit avoir peut-être un patrimoine en France, c'est tellement un appartement, mais ça n'a rien à voir avec le listing insultant pour les populations appauvries qu'ont nos chefs d'État africains dans les pays occidentaux. Donc, les cas ne sont pas similaires. Autant on veut une justice. Si dans nos pays africains, nous avions une justice correcte, indépendante et libre, naturellement, elle se serait saisie de dossiers de détournement, etc. Le cas Serge Maurice Fabiala, puisqu'on parle de justice. Voici un citoyen qui a été arrêté pour une affaire de détournement de fonds. Depuis le mois de septembre ou novembre, il se trouve dans les geôles de la prison centrale de Libreville. Le dossier aujourd'hui s'avère vide. Ceux qui ont été à la manigance, ceux qui ont manigancé ce coup, se rendent compte aujourd'hui que le temps a joué contre eux. Le temps a joué contre eux. Au lieu que la justice gabonaise prenne ses responsabilités en disant effectivement le dossier est vide, on le libère, mais on continue à le maintenir en prison. Vous voyez, c'est anormal. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne peuvent plus croire à la justice. Si ce monsieur doit être jugé, alors qu'il soit jugé dans les normes. Dans le cas des
des personnalités africaines qui sont jugées en France pour X raisons, si effectivement elles sont rendues coupables sur le territoire français ou avec une entreprise française, parce que l'entreprise Marc est une entreprise française, je crois que c'est une des raisons pour laquelle la France a pu se saisir de ce dossier-là. Et ayant cette légitimité-là, M. Khan ayant été cité dans un dossier comme M. Akombesi, naturellement, ils sont interpellés. Je dis, pour moi, encore une fois de plus, il n'y a pas encore de problème. Puisque la personne est citée dans une affaire, elle doit répondre. Elle doit répondre. C'est en fonction des réponses données, des éléments fournis, qu'on peut savoir si effectivement la personne est une victime ou si la personne est innocente ou coupable. Mais aujourd'hui, on constate que la justice fait son travail. Elle a interpellé les individus. Ils ont été entendus. Les chefs d'accusation ne semblaient pas peser au point de retenir les uns les autres sur le territoire national, français. Elles ont été relaxées. L'un, Maxime Akombesi, par voie diplomatique, l'autre parce qu'il a payé sa caution. Je vous dis une fois de plus, vous voyez que le dossier est différent. L'un, c'est par voie diplomatique qu'il a été sauvé. L'autre, c'est par ses ressources financières. Parce qu'il n'y a que la partie financière qui lie Seydou Khan à ce dossier-là. Il a traité une affaire. L'autre, il y a non seulement le dossier judiciaire, mais il y a aussi la partie politique. Voilà. C'est pour dire que nos justices africaines prennent leurs responsabilités, qu'elles grandissent en lisant le droit. Les lois ne sont pas faites pour les murs ou les tiroirs de nos bureaux. Elles sont faites pour être appliquées. Et si nos responsables n'agissent pas selon le droit, ayons le courage et l'amour de nos pays pour dire « ça suffit comme cela, venez répondre à vos actes ». Et cela honorera la justice africaine, qui n'aura plus besoin de recevoir des leçons de morale ou encore les humiliations des autres justices étrangères. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Lorsque certaines personnalités, certains dossiers sont obligés d'être traités par des justices étrangères, c'est que nos justices ont failli. Et personne ne peut se réjouir d'un échec. Bien au contraire. C'est la raison pour laquelle vous avez bien suggéré un sursaut des uns des autres, que les magistrats, que les hommes de loi prennent conscience du rôle qu'ils jouent dans la société, qu'ils ne doivent pas être assujettis à des acteurs politiques, en plus, qui changent en général, qui varient. Hier, ils étaient dans le pouvoir, demain dans l'opposition, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que les lois doivent être impersonnelles. Et comme elles sont impersonnelles, elles doivent être respectées. Parce que nos lois africaines ne sont pas si mauvaises que cela, bien au contraire. Alors, peut-être une dernière question, puisque nous arrivons au thème de cette émission. Le Gabon, qu'est-ce que le Gabon peut faire? Qu'est-ce que les pays africains, de façon générale, peuvent faire pour réduire effectivement les risques pour leurs citoyens d'être matraqués, d'être interpellés à chaque fois par les justices étrangères? Alors, pour le cas du Gabon, spécialement, parce que je crois que les cas sont similaires un peu dans tous les pays africains. On va peut-être spécifier avec le cas du Gabon qu'on maîtrise mieux, on maîtrise plus. Je crois qu'il faut clairement que le pouvoir judiciaire soit distinct du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Chaque pouvoir doit véritablement jouer sa partition dans la République et pour le bien des citoyens. Le chef de l'État, par exemple, dans le pays, ne doit plus être le chef de la justice également. Sinon, il y a une collusion terrible. Il ne peut plus être jugé parti. Ce n'est pas possible, c'est incohérent. Pourquoi les hommes de loi ne se choisissent pas entre eux? D'autant plus qu'ils se connaissent mieux quand même. Les juridictions peuvent elles-mêmes se désigner leur père pour être à la tête d'institutions, pour être dans les différentes juridictions. Ainsi, je vous dis que dès que les uns les autres, chacun rentrera dans son corps de métier, chacun rentrera dans son indépendance, chacun gagnera sa liberté, la justice dans notre pays dans nos pays se portera mieux. C'est une certitude, parce que ce sont des cas qui se sont prouvés juste ailleurs. Donc, le Gabon ne va pas réinventer la roue. Il lui suffit juste d'appliquer cela. Pourquoi voulez-vous que, par exemple, le chef de l'État soit inquiété lorsque c'est lui qui nomme certains magistrats? Le devoir d'ingratitude qui s'impose n'est pas toujours rendu. Et c'est ce que nous regrettons tous.
ce que nous regrettons tous. Regardez le tollé qu'a fait lorsque la Cour constitutionnelle a rendu la décision d'annuler des ordonnances mal amenées en plus. Cela me paraît complètement dérisoire. Ça devrait couler de source. Surtout puisque ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle rend des décisions. Elle a annulé plusieurs ordonnances parce que cela ne servait pas les intérêts du pays. Pour cela, on revoit le travail à faire pour que demain, les choses soient mieux faites. Alors, dans ce cas précis, il faudrait plus d'indépendance. Il faudrait plus d'indépendance pour satisfaire les populations africaines, pour satisfaire les justiciables africains, plutôt que ces derniers aillent en France, aux États-Unis, pour porter plainte pour des injustices. Merci Télésphore Bamgoum d'être venu sur ce plateau et d'avoir accepté d'aborder un sujet qui suscite beaucoup de passion sur le territoire africain, enfin sur le continent africain et notamment au Gabon. Merci d'avoir accepté d'analyser froidement et avec justesse la question de la justice étrangère et la justice étrangère face à la justice locale, notamment la justice gabonaise, la justice africaine de façon plus générale. Merci à vous de nous avoir regardés. À très prochainement pour une 16e émission.